Merci. Alors, je propose maintenant de donner la parole à Virginie Antis, qui est formatrice en lettres à l'Institut de Paris, et qui va, à travers ces différentes observations, essayer de nous livrer ses conclusions sur les postures de lecteurs, la construction des postures de lecteurs, et sur les comportements des élèves et les compétences qu'ils peuvent construire à travers ce dispositif. Merci Nathalie. Quand j'ai élaboré cette réflexion et ce PowerPoint, je n'avais pas en tête l'introduction de Daniel Salnab et de M. Vallée m'a semblé très éclairante, et notamment sur la question des ambassadeurs que je ne connaissais pas avant d'élaborer ce document. Et voilà, je vais maintenant vous livrer mes observations. Je pense qu'on aura à revenir sur cette question des ambassadeurs et de la médiation. Alors je me suis intéressée moi à 3 écoles du 19e arrondissement, et j'ai essayé d'observer et de comprendre quelles étaient les postures de lecteurs, de quoi elles relevaient au cours du dispositif SOL. Alors je commence par une petite introduction sur la lecture silencieuse. La lecture silencieuse est souvent vécue, pas seulement la lecture silencieuse, mais est souvent vécue par les élèves comme une activité purement scolaire. Et c'est une conception qui entrave lourdement le développement de ce qu'on appelle le sujet lecteur. Le sujet lecteur étant celui qui s'approprie vraiment, qui est dans une implication affective, à la fois affective et critique, par rapport à sa lecture. De toutes les modalités du rapport à l'acte de lire, la lecture silencieuse est probablement l'activité au cours de laquelle le faire de l'élève est le moins facilement observable et analysable. C'est évident. On ne sait pas ce que font les élèves quand ils lisent silencieusement. Lisent-ils vraiment? Là, je renvoie à un article, une étude de Christelle de Vallée que vous avez transmise, Eric, et qui a été très éclairante aussi pour construire mon propos. Je reviens donc sur les difficultés à appréhender l'acte de lire silencieusement, qui relève de différentes raisons. Tout d'abord, la mise en œuvre d'un processus affectif propre à cette lecture qui est difficilement analysable et observable, communicable par les élèves, mais aussi l'ambivalence de l'activité de la lecture silencieuse qui est à la fois dispositif et objectif. Alors, ce qui fait dire à Christa Delahaye, alors je vous donne la citation in extenso, dans Lire silencieusement la littérature, lire silencieusement, c'est mettre en relation les 3 pôles, l'œuvre, soi et le monde, dans le silence, on lit pour soi, et la réception se fait à l'abri de tout code que peut imposer la société, dans la solitude, c'est-à-dire au plus profond de soi. Donc, cette dimension affective, j'irai y revenir, est aussi très importante dans la construction du dispositif SOL. Alors, j'ai d'abord essayé de reposer les choses par rapport à ce qu'est Silence en lit, que je désigne par son acronyme, pour orienter pratique. Pour moi, SOL est un dispositif. Alors, qu'est-ce que j'entends par dispositif? C'est un ensemble de mesures, de moyens disposés en vue d'une fin stratégique, la fin stratégique étant d'amener les élèves à développer le goût de lire, à avoir une culture littéraire, etc. Tout ce que a listé tout à l'heure Claire et qui est constitutif aussi, fait partie de la charte. Mais c'est un dispositif aussi parce que c'est une situation habituelle par rapport à la situation de classe. On est dans autre chose qu'avec SOL. C'est une situation ritualisée. Et c'est une situation mise en œuvre de manière variée malgré la charte. C'est ce qu'a présenté Claire tout à l'heure. Et on le voit quand on passe dans différentes écoles, on voit différentes manières de s'approprier le dispositif. C'est un dispositif, mais c'est aussi un dispositif que j'ai appelé symétrique, plutôt homogène, harmonieux. Enfin, j'avais du mal à trouver un adjectif qui me convienne, mais qu'est-ce que j'entends par symétrique? C'est qu'il y a la volonté d'avoir une concordance des pratiques, une unité des pratiques. C'est-à-dire que le silence s'impose à tous, de la même manière. C'est un peu la valeur injonctive de l'exclamation, malgré tout, hein, même si on ne veut pas donner... j'ai bien entendu ce qu'a dit M. Delahaye tout à l'heure, et j'ai trouvé très éclairant. C'est pas si prescriptif que cela. Hein, mais quand on le lit comme cela, et la manière dont les enseignants se l'emparent, il y a quand même, malgré tout, j'ai senti une prescription, notamment sur certains terrains que j'observe. Et ce que je lis aussi dans le pronom personnel on, à valeur indéfinie, c'est la dimension indéterminée des lecteurs. C'est-à-dire qu'on ignore, finalement, avec ce on lit, aussi l'entend, c'est-à-dire qu'on ignore
qui sont ces acteurs de la lecture, de leur lecture dans la singularité de leur comportement. C'est-à-dire qui est en difficulté de lecture, etc. Qu'est-ce qui se cache derrière ce toujours dans un dispositif, dans l'idée d'un dispositif symétrique, la charte renforce ce souci légitime, que je conçois qu'il soit légitime, d'harmonisation des pratiques. Tous les élèves, enseignants, personnels d'une même classe, d'une même école, lisent un livre au même moment pendant la même durée. C'est ce que j'ai appelé cette symétrie du dispositif. Mais malgré tout, j'ai observé des comportements très hétérogènes. C'est partant de cela, partant de ce constat, en fait, que j'ai essayé de... C'est ce constat qui a nourri ma réflexion. Donc, ce présupposé tout le monde peut lire de la même manière, qui est peut-être contenu dans la formule, mais l'observation permet d'isoler des comportements hétérogènes. Ce qui fait donc l'objet de cette communication, c'est d'identifier une typologie des comportements de lecteurs et les mettre en relation avec les conditions de l'expérience. Donc voilà sur quoi va porter mon propos cet après-midi. Alors j'ai pour cela formulé 3 hypothèses de recherche, 3 hypothèses qui ont été induites par mes observations. Première hypothèse, l'observation mesure davantage l'adhésion au dispositif qu'à l'acte de lire. Alors, très certainement des élèves lisent vraiment, très certainement il y a une vraie construction de compétences, je n'en doute pas, mais ce que m'a permis pour moi de voir l'observation, c'est que la conformité au dispositif n'implique pas forcément un engagement dans la lecture. La deuxième hypothèse que je formule, c'est que les conditions de mise en œuvre de silence en lit révèlent des interactions variées qui peuvent influer positivement sur les comportements de lecteurs. Et ça aussi, c'est très sensible. Et enfin, ma troisième hypothèse, donc, les différentes médiations par les animateurs, par les enseignants eux-mêmes, jouent un rôle primordial dans la réussite de ce. Donc finalement, ce que j'ai observé recoupe ce qui a été dit, et en tout cas, chose qui me semble très importante, qui est le rôle de la médiation, de l'explicitation du dispositif. Alors mes 3 terrains d'observation sont 3 écoles du 19e arrondissement. Alors au départ, je m'étais concentrée uniquement sur l'école tendue, élémentaire. Pour la simple et bonne raison, donc c'est l'école dans laquelle je suis allée le plus fréquemment, régulièrement, une dizaine de fois, pour observer, pour rencontrer les animateurs, parce que ce qui m'intéressait au départ, ce que j'avais observé, c'était le rôle des animateurs dans la prise en charge du dispositif, parce que c'est une école assez singulière, ce sont les animateurs qui prennent en charge l'organisation de silence en lit sur le temps périscolaire. C'est la seule école dans laquelle j'ai observé cela. Puis j'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres écoles, dans 2 autres écoles, je dirais dans d'autres occasions, puisque j'accompagnais des étudiants stagiaires en visite dans ces classes. Et là, l'idée de comparer les mises en œuvre du dispositif et les comportements de lecteurs que ces différentes mises en œuvre induisaient m'est venue. Donc les 2 autres écoles sont l'école Manin, 40 rue Manin, la directrice Madame Muton, et j'ai observé la classe de Madame Léméter, qui sont ici présentes toutes les 2. Et l'école élémentaire des Cheminées, dont le directeur est Monsieur Langlois, et j'ai observé la classe de Monsieur Titraine, Messieurs Titraine et Le Père, qui sont tous les 2 sur la classe de cette école. Alors les conditions de mise en œuvre du dispositif. 3 conditions de mise en œuvre différentes dans ces 3 écoles. Pour ce qui concerne l'école tendue, les élèves participent collectivement, des élèves de tous les cycles, le cycle 3, de toutes les classes, sont sous le préau, qui est aménagé à cet effet pendant le moment de ce silence en lit. Alors entre 13h10 et 13h15, je vais vous montrer des photos tout de suite après, les élèves volontaires aident les animateurs à installer sous le préau des tapis sportifs, sur lesquels ils vont pouvoir lire. Entre 13h15 et 13h20, les élèves sont invités à faire progressivement le silence, donc c'est quelque chose qui s'installe progressivement. Puis à 13h20, un animateur ou un élève, parce que parfois la phrase rituelle est déléguée à un élève, ce silence, on lit, lance la phrase rituelle pour entrer dans la lecture. Puis à 13h30, les élèves, donc il y a 10 minutes de lecture, et à 13h30, les élèves regagnent leur classe dans le calme, accompagnés de leur enseignant. Alors sont mis à disposition des élèves, vous allez voir sur les photos, des caisses de livres qui ont été sélectionnées. Alors je vous montre comme ça la photo, comme ça vous pouvez voir en même temps. Des caisses de livres qui ont été sélectionnées par la BCDiste
qui a beaucoup travaillé, qui a fait un vrai travail en amont avec les élèves pour choisir les livres qui pourraient leur plaire, susceptibles de leur plaire, et qui sont étiquetés par niveau. Il y a eu donc la réalisation d'une affiche, un petit peu avant, on a montré, une affiche pour illustrer le dispositif SOL, pour les élèves s'emparent, ça pour le dispositif. Des marque-pages qui ont été réalisés par les élèves, des marque-pages auxquels ils tiennent beaucoup. Des marque-pages personnalisés, j'ai vu une élève s'inquiéter d'avoir perdu son marque-page. Elle a redemandé pouvoir faire un marque-page. Voilà, et je ne sais pas si on va le voir sur les photos, mais donc ici vous voyez les élèves en train de ranger la salle juste après le temps de lecture, les tapis qui vont être rangés avant de remonter en classe. Et je pense qu'on doit voir des animateurs, donc là les élèves installés sur les tapis pendant la lecture. Alors, je vous remontrerai cette photo tout à l'heure, parce qu'on n'est pas dans le jeu des 7 erreurs, mais c'est vrai que c'est bien d'observer, de voir un petit peu ce qui se passe aussi, ce qui se joue, comme comportement de lecteur. Voilà, donc c'est une animatrice que vous voyez qui est en train de ranger un livre, de prendre un livre. Vous voyez en arrière-plan aussi 2 animateurs qui sont en train de surveiller et de lire. Enfin, un animateur. Les 2 sont sur un banc et un seul. Donc ça, c'est pour l'école tendue. Alors, les conditions de mise en œuvre de silence en ligne dans la classe de Mme Lemétac, qui en parlera peut-être beaucoup mieux que moi tout à l'heure, puisqu'elle est invitée à discuter de ce qu'elle a mis en place. Donc, c'est une classe de CP dédoublée, c'est-à-dire que les élèves sont très peu nombreux dans la classe. Seule est une activité quotidienne. Un coin bibliothèque a été, le coin bibliothèque de la classe, là j'ai pris quelques photos. Et vous pouvez le voir, mais je fais un agrandissement, que en fond, donc là vous le voyez peut-être, voilà, en fond, donc j'ai pris, voilà, une petite affiche a été réalisée avec des photos d'élèves en train de lire, des photos d'élèves de la classe en train de lire. Silence, on dit. Voilà, je montre le coin bibliothèque, avec les coussins, le banc, etc., un espace qui est dédié. Alors je précise que les élèves ont le droit d'occuper d'autres espaces, ont le droit d'occuper toutes les places de la classe pendant le dispositif silence. Ils ne sont pas contraints de rester à la classe, ils sont soit dans le coin dédié à cet effet, soit occupent d'autres places dans la classe. Alors les conditions de mise en œuvre du dispositif silence en ligne dans les classes de Monsieur Le Père et Titrel, donc là encore une classe de CP dédoublée, avec comme particularité 2 enseignants, 2 mêmes dans la classe. Silence en ligne a lieu 3 après-midi par semaine. L'enseignant choisit avec soin les ouvrages qu'il renouvelle régulièrement, donc pour besoin, il va à la médiathèque, etc. Et des caisses de livres sont distribuées aux élèves qui sont installés en niveau. On va voir quelques photos, là encore. Ah non, vous le verrez dans le film. Voilà. Donc voilà pour la description des 3 dispositifs. Alors, quelles variables rendent compte des comportements de lecteur? Sur quelles variables je me suis appuyée pour observer des comportements de lecteur? Alors, le processus affectif, on le sait, revêt une importance essentielle dans la lecture. Et en particulier dans la lecture silencieuse. C'est la citation de Christa Delahaye que j'ai donnée tout à l'heure. C'était un critère facilement observable. Donc je l'ai retenu comme premier axe d'observation. C'est-à-dire quel signe affectif d'adhésion à silence en ligne je peux observer chez les élèves. Mon deuxième axe d'observation était le degré de conformité des élèves au dispositif. Voilà, ce sont ces 2 axes qui m'ont permis de construire, d'essayer d'élaborer une grille de typologie de comportement de lecteur. Des signaux plus ou moins visibles permettent de mesurer le degré d'adhésion des élèves à SOL, le cas limite étant l'élève qui refuse de lire, ce qui s'est produit quand j'étais en observation. Un élève un jour a refusé de lire. Je vous montrerai des parties de film, ce qui se passe exactement. Alors ça nous donne, je ne sais pas si le tableau est très visible, voilà,
Donc j'ai essayé de faire une typologie des comportements de lecteurs selon ces deux axes. Faible investissement affectif, fort investissement affectif, signe faible d'engagement dans le dispositif et signe fort d'engagement dans le dispositif. Alors je vais commenter mon tableau. Alors on a par exemple des élèves qui ont un faible investissement affectif pendant silence on lit et qui manifestent aussi des signes faibles d'engagement dans le dispositif. Alors ça c'est le cas de l'élève qui refuse d'entrer dans la lecture, qui ne prend pas de livre et qui arrive systématiquement en retard au moment de silence on lit. Donc ça c'est par exemple le cas d'un élève qui s'appelle Youssouf, qui pourtant a écrit des choses très pertinentes. Je vous ai distribué, je crois, un petit exemplaire avec les témoignages. C'est un élève qui systématiquement arrive en retard au moment de silence on lit. Alors, je précise que pour les élèves de l'école Tandou, les élèves qui arrivent en retard au moment de silence on lit sont contraints de rester 10 minutes supplémentaires et de lire tout seul sur un banc. Donc Youssouf, malgré tout, je lis. Non mais pardon, je vais en rire, mais voilà. Ça explique un petit peu aussi les témoignages des élèves de l'école Tandou. Des élèves qui ont un fort investissement affectif, mais qui manifestent des signes faibles d'engagement dans le dispositif. Alors, par exemple, des élèves qui vont investir le livre, qui s'approprient l'objet du livre, de manière très forte, mais qui ne vont pas rentrer dans la lecture. Le livre devient un objet surinvesti affectivement. Ça ne veut pas dire pour cela qu'il rentre dans le dispositif seul. Ou des élèves qui ont un investissement affectif très fort pendant seul parce qu'ils se retrouvent avec leurs amis, mais ne lisent pas. Alors je vais vous montrer deux photos. Ça c'est le cas d'une petite fille qui avait conservé son livre. Alors on ne le voit pas, mais son livre est dissimulé, son livre est ouvert, vous voyez, c'est le jaune en fait, c'est parce que c'est la première page du livre. Et c'était dans la classe de Madame Militaire, et c'est vrai que Madame Militaire était allée la voir ensuite pour lui dire que c'était plus le moment de sol. C'est une petite fille qui avait gardé le livre, qui gardait encore son livre. Autre exemple, voilà, cette petite fille par exemple qui est à la droite de Madame Militaire et qui commentera peut-être après, qui en parlera, petite fille qui a beaucoup de mal à entrer dans la lecture et qui systématiquement, pendant le silence on lit, a le même livre. Il y a ça, hein, c'est ça. Qui est très attaché à son livre. Qui a aussi du petit garçon qui est en face. Donc ça, ce sont des élèves qui ont un fort investissement affectif, mais qui n'entrent pas vraiment dans le dispositif et rentrent-ils dans la lecture aussi, voilà, c'est des questions qu'on pourra se poser. Autre type d'élèves qui ont un investissement affectif, à l'école Tandou, typiquement, les élèves qui sont très contents de retrouver leurs copains. Alors, on voit ici des comportements, on peut se demander si ce sont vraiment des comportements lecteurs, ou plutôt, et c'est ce que corrobore leur témoignage, sont ravis d'être allongés avec leurs amis. Alors je reviens sur mon tableau. Donc autre type de lecteurs, des élèves donc, qui ont un faible investissement affectif, mais qui manifestent des signes forts d'engagement dans le dispositif, ce que j'ai appelé les élèves tourne-page. Donc ce sont des élèves qui semblent tourner les pages des livres de manière mécanique et dont on doute de l'investissement et dans le dispositif et dans la lecture. Donc ça, je vous montrerai un extrait de film tout à l'heure où on voit bien des élèves tout à fait soumis au dispositif, mais qui ne lisent pas. Ou en tout cas, on peut vraiment s'interroger sur leur degré de lecture. Et enfin, des élèves qui manifestent un fort investissement affectif et des signes forts d'engagement dans le dispositif. Ce sont des élèves qui sont installés dans la lecture de manière intime. Et là, on peut mesurer en plus leur degré d'intimité. Grande concentration, grand intérêt pour le dispositif et pour la lecture. On va les voir donc sucer leur pouce, manipuler d'autres objets pendant la lecture, par exemple, qui montre une grande concentration et, comme l'a dit Mme Salnev tout à l'heure, on les sent emportés dans la lecture. Il y en a quelques-uns comme ça. Alors, par exemple, c'est vrai que là, dans cette situation d'observation, j'ai pu voir des élèves qui étaient très concentrés et dans leur lecture, et qui lisent, il me semble, Mme me confirme. Et de la même manière, tout à l'heure, dans le film, je vous montrerai un élève en train de sucer son pouce dès qu'il rentre dans la lecture, quelque chose qui se met en place. Voilà, le film commence, et là, est-ce que ça marche? Ça, c'est un
voyez un élève tourner page, qui ne va pas cesser de tourner les pages, et donc du coup, classe. Et vous voyez là, mais ça a été flouté, un petit garçon qui se met à lire tout de suite, qui prend son pouce, et qui ne va pas lâcher son livre. Et à côté de lui, un autre petit garçon, mais là vous ne voyez pas bien, qui lui touche une espèce de bouteille d'eau doudou, voilà, qui... Je suis désolée pour le floutage, des petites choses, mais on voit les élèves tournent pas ici. Alors là, est-ce qu'ils lisent, est-ce qu'ils lisent pas, tous les autres. Alors je vous montre la séquence en entier parce que vous remarquez un élève qui ne prend pas, qui est en refus. Pas du tout envie de rentrer dans l'activité. Il ne rentre pas plus, hein. On va voir après. Je vais essayer de me dépêcher, voilà, je vais arrêter là. Voilà, donc ce qui m'a fait conclure, donc 4 postures de lecteur. J'accélère un peu, je crois. Voilà. 4 postures de lecteur, une posture d'investissement affectif dans le dispositif, qui correspond à l'image du lecteur impliqué, une posture d'exécution, conformité, une posture de refus et une posture surinvestie. Voilà les 4 postures que j'ai déterminées. Alors, bilan et validation de l'hypothèse 1. Alors, comme je l'avais dit, c'est quand même difficile de mesurer, on peut mesurer l'adhésion au dispositif, mais difficile de mesurer l'acte de lire vraiment. La grande majorité des élèves entrent dans le dispositif, mais n'entrent pas forcément de manière efficace et sur la durée dans la lecture. Alors, la grande majorité, parce que le nombre, mais ce n'est pas tout à fait vrai, dans certaines classes, dans certains exemples, là, on n'est pas là pour distribuer des bons points, mais dans certaines classes, ça fonctionne, tous les élèves en ont. Donc un questionnaire m'a permis de tester cette typologie et de la valider. Je vous laisse regarder, regarder les questionnaires. Voilà, le premier questionnaire, parce que l'autre c'est un questionnaire de Nathalie, dans une autre école. Mais les remarques des élèves font apparaître parfois un dispositif de pouvoir qu'ils ne valident pas forcément. Et quand ils le valident, un dispositif dans lequel la part affective rentre vraiment en ligne de compte et est très importante pour eux. Alors, qu'est-ce qui fait que le comportement des élèves face à la lecture est modifié par le dispositif silence-on-lit? Je vois 2 schémas explicatifs à cela. Le statut des élèves, ce que j'ai appelé le statut, c'est-à-dire l'image qu'ils ont d'eux-mêmes comme lecteurs, et l'image qu'ils veulent communiquer au groupe. C'est l'exemple du petit qui ne rentre pas, garçon dans la lecture, c'est un petit dur. Le petit Youssouf, c'est aussi un petit dur, au dire des enseignants. Donc là, gardez la place. Autre schéma explicatif, les interactions, celles que suscite le dispositif original, mais celles aussi qui sont observées dans la variation des situations et notamment grâce au rôle des médiateurs. La question est qu'est-ce qui fait que le comportement peut être modifié par ça? Alors, le questionnaire et les entretiens avec les observateurs me permettent de confirmer la prééminence du statut dans certaines classes, c'est ce que disait en fait aussi Emile Sanab, de vouloir garder la face dans la manière de vivre le dispositif. Alors que ce soit le statut de petit dur qui ne veut pas s'investir ou qui refuse d'entrer dans la lecture, mais aussi le statut du bon élève, qui finalement adopte d'une certaine manière mais ne s'approprie pas. Alors je poursuis avec Ryan par exemple, je l'ai appelé Ryan, c'est pas son prénom, mais qui finit par prendre un livre, et on voit bien que le rôle du statut compte, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas perdre la face devant ses camarades, et il finit par lire. Donc, seul contient en lui-même un dispositif, est un dispositif, qui suscite des interactions qui conduisent aussi les élèves à s'emparer de lui. Donc on voit l'élève lire. Alors vous me direz, il lit un album sans texte, mais par rapport à la situation du début. Voilà, par rapport à la situation du début,
Ça, c'est le dispositif en lui-même et les interactions. C'est-à-dire ne pas perdre la phase, fait que l'élève finit par prendre. Donc c'est aussi intéressant. Là, j'ai beaucoup de... Voilà. Donc les postures de lecteur se définissent par un statut qui se joue dans un ensemble d'interactions, des interactions de deux types, celles qui sont induites par le dispositif et celles qui sont aussi le fait de médiateurs. Alors, je terminerai par ça et j'essaierai d'être très rapide. Des médiateurs qui s'investissent pour donner du sens à l'exercice. Ces médiations, elles sont de différents ordres. Elles peuvent passer par l'explicitation du sens de l'expérience. C'est-à-dire il y a des enseignants qui accompagnent, qui expliquent, qui construisent un projet de lecteur avec les élèves avant de les lancer dans cela. Cette médiation, elle peut passer par une figuration de l'expérience, c'est-à-dire des enseignants qui prennent des photos des élèves en train de lire, qui les accompagnent, qui lisent eux-mêmes. Parce que si je reprends la photo de madame, je ne vous ai pas demandé, madame Mémétas, que vous lisiez, mais vous étiez totalement absorbé dans votre lecture, vous aussi. Un roman policier. Donc, ils sont à côté de vous, l'élève qui est en insécurité affective par rapport à la lecture sont à côté de vous, etc. Mais on sent des élèves donc, qui sont accompagnés dans ce dispositif. Cette médiation, elle peut être aussi le fait des animateurs, comme je l'ai vu dans Tandou, qui d'une certaine manière construisent aussi, accompagnent. Ce qui me semble important, c'est l'accompagnement des élèves dans la construction d'une posture de lecteur. Et ça, en même temps que le dispositif seul et en amont aussi. Conclusion. Donc j'ai voulu tester 3 hypothèses issues de mes observations qui me semblent à peu près solides. L'évaluation de silence en lit, telle que je l'ai observée là à l'instant T, c'est d'abord l'adhésion à un dispositif. Celle des compétences, je suis certaine qu'il y en a, mais pour moi elles sont encore difficiles à déterminer. Je pense que ça va suivre si je suis des élèves, si je suis une cohorte d'élèves, et notamment j'ai déjà l'idée d'en suivre quelques-uns. Le dispositif pour moi crée des interactions qui modifient les comportements de lecteurs sans forcément réduire leur hétérogénéité. Et les transformations comportementales les plus observables interviennent pour moi lorsqu'une médiation importante de la part des adultes a pu être identifiée. C'est-à-dire que je vois par exemple le cas de Youssouf qui a écrit... c'est très intéressant parce qu'au départ, j'ai fait ce questionnaire juste après un moment de silence en lit. Je suis allée dans la classe et j'ai demandé aux élèves de me dire ce qu'ils aimaient dans silence en lit. Et spontanément, des élèves m'ont dit, est-ce qu'on peut dire ce qu'on n'aime pas? Oui, vous pouvez aussi dire ce que vous n'aimez pas. Et cet élève, Youssouf, s'est mis à beaucoup écrire, et l'enseignant, en se moquant de lui, dit, mais enfin Youssouf, tu arrives toujours en retard, silence en lit, et là tu te mets à écrire quelque chose. Et qu'écrit-il au juste? Il écrit, si vous reprenez ce qu'il dit, il nous dit, je n'aime pas silence en lit car c'est pas dans mon genre. On voit bien la question du statut là, qui rentre. Je n'aime pas lire en silence, je préfère lire fort, je ne sais pas pourquoi quand il y a du silence, j'ai l'impression qu'il se passe un danger à côté de moi, et c'est pour ça que j'aime pas. Et donc on a réfléchi ensuite avec l'enseignant pour voir si on accompagne Youssouf dans si on le rassure, si on reconstruit une posture de lecture avec lui, il est fort probable qu'il adhère davantage au dispositif seul. Donc pour la suite, j'aimerais confronter ces résultats avec d'autres terrains, d'autres enseignants, dans une sociologie scolaire haute, parce que là c'était 3 écoles du 19e arrondissement, donc il y a peut-être aussi des questions. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, je crois qu'on peut donner tout de suite la parole à l'invitateur. Allez-y. Dans ma classe de CP, j'ai que 9 élèves cette année. Enfin, on est monté à 12 et puis à 9. Et on a mis en place le système silence en lit tout de suite dès la rentrée, mais ça n'a pas du tout été un chemin facile à mener. Mais on a explicité, enfin, j'étais là pour vraiment en étayage. Donc déjà, silence, on lit, on a explicité les 3 mots. Qu'est-ce que c'est le silence? Qu'est-ce que c'est on? Qu'est-ce que c'est lire? Et dans on, il y a eu plein d'idées. On, c'est plein de jeux. Ça peut être seulement 2 jeux, 3 jeux. Donc est-ce qu'on a le droit de lire ensemble? Est-ce que je peux lire une histoire à mon copain? Est-ce que ça va lui faire plaisir d'entendre une histoire lue par moi? Donc moi j'ai accepté, si c'était en chuchotant, j'ai accepté pour les élèves non lecteurs, parce que j'avais déjà des lecteurs quasiment dès le début de l'année. Et c'est un bonheur tous les jours. Ils me réclament silence en lit quand c'est pas silence en lit. Donc je ne suis pas là pour les évaluer, bien sûr, comme la charte le stipule. Mais finalement, ils s'auto-évaluent parce qu'ils me demandent, maîtresse, est-ce que pour la lecture du jeudi après-midi, on peut relire ce livre-là? Je l'ai lu pendant silence en lit, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Ou bien mon copain, il a lu, mais on n'a pas lu les mêmes mots.
Donc finalement, ils me demandent comme une correction de leur lecture. Et ils se passent les livres entre eux, parce qu'ils ont 2-3 minutes avant de passer dans le silence en nous. 2-3 minutes pour choisir leur livre. Et ils se donnent des petits conseils. Ben non, lui il est nul, le lis pas, j'ai pas aimé. Ou inversement, ben non, lis celui-là, il est super. Et concernant la petite Kélia, qui est en rapport affectif avec le même livre depuis très très longtemps, ça a quand même évolué un peu parce que c'est un livre qui parle des grandes villes d'Europe et un peu d'histoire, du Moyen-Âge, tout ça. C'est un livre assez compliqué en plus pour son niveau, mais on travaille on est sur un projet sur la découverte de Paris à travers les périodes historiques. Et maintenant, grâce au sommaire, elle trouve des choses du Moyen-Âge, donc elle me dit ça je l'ai vu à la sortie, ou ça on en a parlé. Donc oui, elle n'est pas encore dans le dispositif parce qu'elle n'est pas lectrice, mais elle a la démarche de maintenant, le livre qu'elle connaît finalement, pas presque par cœur, mais juste par la lecture, du coup, le fait de le regarder, de la manipulation, Merci Michel. Voilà, c'est la petite qui est juste à côté de moi. Et ben, elle cherche oui, je vais en parler aussi. Elle sait que dans ce livre-là, elle va pouvoir trouver certaines choses. Donc, notamment la Tour Eiffel, elle a vu le dessin, puis elle a vu le mot. Ah ben ça, c'est le mot qu'on a écrit sur la production d'écrit. Et le petit Abdoulaye qui est arrivé en janvier, pareil, on ne voit pas le livre, on ne voit pas le titre, mais le titre c'est Paris cache-cache. Pareil. Il a reconnu le mot Paris, il m'a demandé s'il pouvait le prendre parce que ce livre n'était pas dans la bibliothèque, il était sur mon bureau. Et ça, moi, je suis assez émotive et ça m'a mis des frissons. Le fait qu'il s'engage dans une démarche de lecteur alors qu'il parle à peine français. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et il y a quelques, très dur pour lui. Il y a quelques mois, son envie c'était juste de sauver de l'école. Voilà. Et là, il est assis et il suit avec son doigt. Ouais, il essaie de suivre avec son doigt. Ils sont en CP. Oui, ils sont en CP. Moi, je peux vous poser une question à tous les deux, en fait. C'est par rapport à une question qu'on se pose souvent par rapport au livre. Comment vous faites par rapport à cet ensemble de livres? Est-ce que vous le renouvelez? On a la chance d'avoir une bibliothèque assez fournie et on a fait un travail de tri dans la bibliothèque, donc les petits romans, les albums, les livres documentaires, les bandes dessinées. Donc déjà, ça les a familiarisés énormément avec le lieu qu'est la bibliothèque, le lieu sacralisé pour les livres. Et donc leur choix, au début c'était au hasard, c'était je prends un livre parce qu'il est petit, parce que ça va aller vite à lire, ou les images ça va aller vite. Mais maintenant je vois qu'ils cherchent parce que souvent, il y a par exemple rien que le fait de voir Paris, ils vont prendre le livre. Parce qu'on parle de Paris en ce moment, parce qu'on est là-dedans. Ou un copain a dit prends celui-là, il est super. Un livre que j'ai peut-être lu aussi en lecture plaisir, ça va leur donner envie de le relire. Et puis en plus les conforter dans le fait celui-là je le connais, je l'ai compris, donc je vais le relire tout seul. C'est super. Moi je trouve ça super. Je complète la question parce que je suis très curieux. Vous dites ça évolue en fait, mais est-ce que vous pourriez approximativement dire combien de temps ça a pris en fait entre le moment où vous lancez le projet Silence son lit et puis le changement d'attitude du lecteur qui grappille plus par hasard mais qui va chercher combien vous diriez? Peut-être je dirais 3 mois, le temps mais c'est important. De lancer vraiment dans la lecture, puis même aussi on fait bien sûr des petites dictées tous les jours. Et quand ils voient un mot qu'ils connaissent parce qu'on l'a appris en classe et qu'ils le retrouvent dans un livre, qu'ils peuvent le lire et se disent mais en fait ça sert pas à faire des dictées les mots, ça sert à comprendre l'histoire, à être bien. Ça il faudrait le dire au ministre. Et je sais pas si vous avez son téléphone. Et ce qui est super aussi, c'est on travaille en CP sur le projet de lecteur. Et lui c'est pareil. Mon projet de lecteur à l'entrée de CP, qu'est-ce que c'est Thilou? Je veux lire pour être fort à l'école. Et aujourd'hui, je veux lire parce que j'ai envie de lire des histoires à mon petit frère, ou bien parce que ça me fait plaisir. Parce que j'ai envie de lire ce livre-là, parce que mon grand frère le lit. Le projet de lecteur évolue complètement en même temps que l'enfant. Et ça se mesure, je trouve. On n'évalue pas Silence en lit, mais en tant qu'enseignant, on aime bien évaluer tout le temps. Donc finalement, pour nous, c'est... Mais c'est bien la nuance que vous apportez, mesurer, évaluer, je trouve ça intéressant ce que vous dites là. Même sur... Madame Lazaro. Oui, 2 choses. Alors, je rebondis sur le ministre. Il y a les ministres, il y a la loi d'orientation. Les lois d'orientation, ça dure longtemps. De 1989, 2000, alors gauche, 2005, droite, 2013, gauche, mais avec toujours des lignes de fond. Donc il faut aller regarder ça quand on est enseignant. Les lignes de fond.
Et la recherche ou la quartier, elle est sur les lignes de fond. Et ensuite, il y a donc les instructions officielles, ce n'est pas les propos du ministre. Je n'ai rien contre ce ministre-là, hein, mais comme j'en ai connu beaucoup et que je m'en vais l'année prochaine, je peux le dire. Donc, les ministres disent des choses très importantes puisqu'ils sont liés au vote, donc à des ressentis du peuple. Donc, il faut respecter ce qui est dit. Et peut-être ça nous renvoie des images d'école qu'il faut réfléchir. Mais les lignes de fond qu'on retrouve tant dans la recherche que dans les lois d'orientation, puisqu'elles sont consensuelles et qu'elles engagent des financements de l'État pour un nombre d'années conséquent, en général, il y a toutes les dimensions, et celle de la compréhension du projet de lecteur, même si pour l'instant, effectivement, il est un peu passé à la trappe à un certain moment ou dans certaines annonces, il y a tout le temps ça. Hein. Il y a savoir déchiffrer au sens mécanique, savoir comprendre ce qui est une autre composante, bâtir un projet de lecteur, et on peut commencer effectivement à avoir un projet de lecteur comme vous l'avez dit, c'est-à-dire, je ne sais pas encore parler mais je prends un livre et je vois bien que c'est chez la maîtresse et je feuillette, où je commence à lire un truc, il n'y a pas de mots mais ça bon voilà. Donc, et puis ensuite il y a tout l'aspect culturel, hein, c'est Montaigne et sa bibliothèque, donc c'est en gros le projet qui est aussi en filigrane dans celui de l'association, c'est-à-dire que c'est bien la littérature, hein, qui va au fond donc la capacité à lire pour trouver quelque chose de l'ordre de l'humanité qui est en moi. Donc ces 4 dimensions, dans une classe, on les a tout le temps. Hein, donc c'est bien, si vous les avez perçues, si vous avez vu, c'est encore mieux, parce qu'il y a plein de gens qui ont écrit des choses sur cette émotion-là, hein, notamment Camus dans Le Premier Homme, où il y a des choses magnifiques sur la lecture, et sur, voilà, si vous ne l'avez pas lu, vous prenez le livre, ça ne coûte pas cher chez le bouquiniste, vous lisez les dernières pages. C'est la dernière page, Camus revient. Vous connaissez ou pas? Donc Camus revient une fois qu'il est célèbre et tout ça, il revient voir son vieil instit donc en Algérie, je crois, et alors évidemment le vieux monsieur est à la retraite depuis longtemps et il lui dit: ah mais en fait j'ai un cadeau pour toi, c'est quoi? C'est sympa que tu sois venu me voir avant que je meure ou à peu près. Et il va dans la bibliothèque de la classe et là il sort un bouquin et il lui dit: ce livre t'appartient parce que tu as pleuré dessus quand tu le lisais. Et il lui donne ce livre-là. Et je veux dire, alors c'est, bien entendu, il faut le lire, c'est mieux que ce que je raconte, mais en termes d'émotion, ça fait tout à fait écho à ce que vous dites. Et dans la classe, c'est important d'avoir ça. Et deuxièmement, pour rebondir sur ce que vous dites, vous, évaluer et mesurer, c'est complètement effectivement différent. Et c'est très important quand on est dans une expérience, parce qu'en fait là, hein, vous étiez dans une école volontaire, donc vous participez à ce qui se passe là, et vous travaillez aussi à votre propre développement professionnel. C'est ça qu'on étaye en tant que CARDI. Donc il faut que vous appreniez à repérer ces indices qui montrent que quelque chose marche, et que même vous pouvez le dire. Et à la fin de l'année, il y a 5, 6, 7 enfants qui ne touchaient jamais un livre, et ben ils ont fait ça, où ils ont posé tel acte qui nous semble être des petites pierres sur un long chemin. Et ben ça, il faut le repérer. Hein. Au dos de votre journal, vous écrivez un tel appréciation. Comme ça, à la fin de l'année, vous avez, il y a eu tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Après, vous discutez avec les chercheurs qui sont là pour dire, voilà, qu'est-ce que c'est ce truc-là, est-ce que c'est bon. Mais c'est des indices de satisfaction dans un premier temps, donc c'est bien, parce qu'on n'aura pas forcément la médaille tout de suite du mérite national, de l'éducation nationale. Donc il faut se la donner tous les jours, et en plus c'est scientifique, puisque une évaluation, c'est pas qu'un exercice. Hein. L'évaluation au sens, on va dire, du café du commerce, vous avez à la fois des éléments qui peuvent être des contrôles de connaissances, ou des contrôles de comportement de lecteur, ou des indices, ou des choses qui sont observées in situ, hein, donc vous étant y compris l'observateur. Donc c'est bien si vous avez été élu de cet enfant qui il ne prend pas la retenue. Je confirme, ils sont extrêmement émouvants. Ah mais oui, mais c'est ça qui fait tenir dans voilà. C'est, à mon avis, un des aspects extrêmement positifs de Silence on lit, c'est aussi de nous retrouver pour pouvoir échanger et construire une vraie réflexion autour de tout ça. Enfin, c'est tout à fait formidable. Hein. Les gens peuvent se dire que c'est bien, on a de la chance à Paris d'avoir tous ces points de vue-là. Même s'il n'y a pas beaucoup qui sont venus, j'espère que d'autres vont regarder et écouter ce film, parce qu'effectivement, vous voyez comment une superbe idée, en fait, est passée comme ça à des cris très différents, et comment du coup, vous allez pouvoir après, dans les classes,
installer quelque chose qui est à la fois éclairé des intelligences là, des chercheurs et de la vôtre, et puis des conditions pratico-pratiques. Hein, parce que ces enfants-là, c'est pas des livres, hein, c'est vraiment des enfants avec leur passé, et qu'il faut prendre avec tact. Il faut lire Préra aussi, enseigner avec tact. Qu'est-ce que je dis à l'instant T à la petite personne qui est là? Si vous ne connaissez pas, il faut regarder les conférences de la Cardi. Éric Préra, enseigner avec tact. Et il explique qu'une des capacités d'un enseignant, c'est bon, alors c'est diagnostiquer. Alors il a besoin de tout ça. Cet enfant, il ne sait pas encore lire, il n'est pas sage. Bon, mais je le prends par où? Qu'est-ce que je lui dis maintenant? Hein, donc, effectivement, il faut 3 mois pour installer. C'est pas la peine de le faire maintenant. Mais est-ce que je vois que ça avance? Au bout de 3 mois, qu'est-ce que je pourrais dire sur le chemin qu'on a vécu? Et là, c'est votre capacité à sentir les petites personnes. Je pense qu'on aurait tout intérêt aussi à observer assez finement les élèves que tu as appelés du beau mot, les élèves tourne-page. Tout à fait. Parce que ça interroge vraiment sur la question de la représentation. Pas le fait qu'ils lisent ou pas, finalement, c'est pas très intéressant, mais enfin si, mais c'est pas ça, à mon avis, le plus intéressant. Ça nous interroge sur la question de la représentation de la littérature et de la lecture, de quelle manière eux-mêmes se représentent l'acte de lire. Et tourner les pages à la place de lire, c'est quelque chose. Enfin, c'est pas neutre, c'est quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'il nous dit là, dans ce choix qui est que, moi, on me dit de lire, pour moi, lire, c'est tourner les pages. Voilà. Et ça, je crois que ça mérite vraiment qu'on revienne dessus de manière un peu tenue, de voir aussi quelle évolution, de quelle manière ça va ce qui ne va pas passer sa vie à tourner les pages non plus. Il y a un moment où il va lire, mais comment ça va se nouer, ce passage de l'un à l'autre, et qu'est-ce qui se joue pour lui dans ce moment important qui est de je tourne les pages. Parce que quand même, il y a cette idée qu'il a une sorte de rapport au livre qui n'est pas encore le vrai rapport à la lecture, pour autant qu'il y ait un vrai rapport à la lecture, mais en tout cas au texte, peut-être un rapport un peu problématique. Et il me semble que ça, c'est un point qu'on aurait vraiment intérêt à approfondir. Et je pense que pour le collège, on aura aussi ce type d'élèves, et peut-être encore davantage qu'à l'école élémentaire, avec des élèves décrocheurs, etc., ou des élèves qui ne sont pas encore entrés dans la lecture, où en plus ils vont avoir des livres qui ne sont pas forcément des livres avec des images, c'est-à-dire tourner des pages de texte, qu'est-ce que ça signifie ça, qu'est-ce que ça nous renvoie aussi. Ou des élèves qui disent on m'a dit de faire ça, je le fais. Oui, voilà. Mais il y a eu effectivement sur les représentants de la lecture, ce que vous dites, il y a eu un moment, en maternelle notamment, on a levé la confusion entre lire et raconter. Puisque l'instit de maternelle, en fait, elle a le livre. Alors elle tourne plus ou moins les pages. Mais en tout cas, comme ça fait X fois qu'elle l'a entre les mains, elle le lit, raconte. Et donc après, on peut avoir des enfants qui disent je sais lire parce qu'ils prennent le livre, ils tournent plus ou moins et ils vous racontent le truc. Et ça, il y avait eu des analyses comme ça, je ne sais plus, avec l'AFL il y a très longtemps, ou des recherches de bibliothécaires qui voilà. Donc effectivement, d'où, quand on est, si on sait ça, quand on est enseignant, il y a un moment où on doit dire à l'enfant, attends, je lis, donc ne tourne pas les pages n'importe quand, j'ai pas fini de lire, ou alors je te raconte l'histoire. Mais ça, ce sont pour les maternelles. Oui. Pour les maternelles, c'est quand même différent, parce qu'effectivement, ils ne savent pas lire, etc. Là, pour des élèves qui savent lire, lire, tout à fait. C'est encore une interrogation. C'est une classe de CP, mais ils sont en apprentissage de la lecture. Oui, mais moi, je l'ai vu faire, ça, je l'ai vu, ces tourne-pages, pour des élèves de CM2, de CM1, pas seulement des élèves de CP. Et avec des romans, c'est-à-dire les tournes. Donc, comme tu dis, on voit Et sans images. Et sans images, à quel moment est-ce qu'ils vont s'arrêter de tourner la page, quoi. Et justement, je rebondis parce que la première semaine, je n'avais pas défini les termes de silence en lit. Et en voyant plein d'élèves justement faire tout et n'importe quoi, je me dis, non, en fait, il faut définir ce que c'est lire. C'est pas, justement, c'est pas tourner. Absolument. Donc, c'est une question. Cette explicitation, cette médiation, je pense ça que paraît c'est essentiel, essentiel. c'est-à-dire de s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire que lire.
C'est pas seulement apprendre à décoder, à déchiffrer, mais c'est aussi s'interroger sur ce que c'est que l'acte de lire. Eric, on a deux remarques. Oui, Monsieur Delahaye aussi, si vous voulez réagir. Allez-y. Oui, et puis ça interroge aussi sur la question du rituel finalement, parce que qu'est-ce que c'est que le rituel de lecture? On parle de rituel de lecture, mais dans le rituel de lecture, il y a le rituel de, justement, manipulation de l'objet et la lecture, et comment, alors CP, c'est aussi un âge charnière, puisqu'ils apprennent plus que quand ils sont en CM2 ou au collège, mais il y a vraiment ces questions d'incorporation du rituel, de la volonté de rentrer dans le rituel, et à la fois le temps de lecture, passer trop de temps sur une page et perdre le fil de ce qu'on est en train de déchiffrer, etc. Et c'est vrai que c'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Autre remarque, madame? Je veux juste dire que pour la plupart, parce que j'ai constaté en promenant, alors je lis aussi pendant le silence son lit, et il m'arrive d'aller avec mon livre dans une classe pour lire. Et en fait, quand je fais ça, je triche. Parce qu'en fait, je suis captivée, voilà, de les voir faire, je trouve ça fabuleux. C'est super intéressant. Et moi, j'ai vu l'évolution depuis le début de l'année dans quasiment toutes les classes qui participent. Alors, ils ne sont pas tous lecteurs, parce que pour eux, alors, ils sont en train de découvrir ça, que la lecture, elle peut être plaisir. Parce que je pense que pour 85% des élèves de l'école, la lecture, ça veut dire école, ça veut dire leçon, ça veut dire travail, ça veut dire exercice, ça veut dire fatigue, ça veut dire obligation, ça veut dire que c'est pas du tout du plaisir. Aider maman à écrire les papiers, j'ai vu. Oui. Voilà. Donc c'est pas du tout du plaisir. Et là, ils ont été d'abord très surpris parce qu'on leur demandait rien. On leur a dit, pas les livres de classe. Bah alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est vrai que pour eux, c'était vraiment déroutant. Et donc ça a mis un bon trimestre, je dirais aussi, dans toutes les classes, hein, même les grands, ceux qui savent lire. Oui, tout à fait. Il y a quand même qui savent lire dans l'école. Hein. Mais lecture plaisir, pas trop. Hein. Je dois avoir 2 élèves en tout et pour tout dans l'école qui ont un livre toujours avec eux et qui, pendant la cantine, parce qu'ils s'ennuient, ils sont au pied d'un arbre avec leur livre. Mais 2. Et ils n'ont pas fait tache d'huile dans l'année. Hein. Mais ça fait rien. Je me dis que quand on commence en CP, là, avec la chance d'avoir les CP dédoublés, alors il y en a 9 dans cette classe parce qu'il y en a qui sont partis en cours de route, mais encore 2 classes où ils sont 11, et ça marche bien aussi. Je vois la différence. Il y a une petite fille qui m'a apporté un dessin l'autre fois et elle me dit, le CP d'à côté, et elle me dit, tu sais, c'est l'histoire du livre que j'ai lu la dernière fois quand tu es venue dans la classe pour Silence son lit. Donc elle m'avait fait un dessin, moi je trouve ça, oui, parce que j'avais pas été très délicate avec elle ce jour-là. Je voulais qu'elle me raconte l'histoire. Et alors j'ai pas réussi à décrocher un mot. Je dis, tant pis, écoute, t'as le droit, t'as envie de me raconter, ne me raconte pas. Et du coup, elle est venue la semaine suivante, m'apporter le dessin. Donc voilà, je la remercie beaucoup, je l'ai mis de côté. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Et un CM1 qui me dit, ah oui, il ne rien savoir, il me rappelait mon fils, c'était bon, bref. Et il me dit, mais en fait, c'est comme au cinéma, quand on lit, on se le filme dans la tête. Je dis, ouais, t'as tout compris. Enfin, pour moi, c'est ça la lecture, c'est la fenêtre ouverte sur le monde, c'est l'évasion, c'est voilà, on oublie où on est. Enfin, et quand je disais ça à mon fils, il me regardait. C'est même mieux, hein. C'est même mieux qu'aller au cinéma. Mais oui, parce que c'est lui qui choisit, c'est ce que je dis, c'est lui. Et du coup, enfin, là, après, l'élève en question, il était super content, donc, mais c'est pareil, il a du plaisir à avoir pour lire, il faut pouvoir lire bien. Or, c'était encore un élève qui passait beaucoup d'énergie encore dans le décodage, donc il était obligé de lire plusieurs fois pour... je pense que l'image qu'il a eue du film qui se faisait dans la tête, ça l'a aidé à s'accrocher. Voilà. Et pour juste l'anecdote de mon fils qui est grand maintenant, il n'a jamais été au cinéma voir un film d'un livre qu'il avait lu. Parce qu'il disait, finalement, je préfère mes acteurs sous des... Monsieur Delahaye, vous pouvez compléter ce qui a été dit ou oui, bah alors, bon, je suis très touché par les exemples dont vous avez parlé, et vous, c'est les mêmes.
Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment, enfin, pour nous, ce que Silence on lit peut apporter. C'est-à-dire que faire lire des gens qui, de toute façon, déjà lisent, c'est très bien, on leur donne un petit moment de plaisir. Et c'est amener à la lecture, même si ça prend du temps, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Mais à une vraie découverte, c'est là que c'est formidable. Et nous, on veut vraiment essayer d'amener notre action dans des endroits où c'est difficile. En rêve, là je pars au mois d'août à La Réunion, parce que j'ai des demandes, c'est pas en vacances, hein, des demandes de 2 villes de La Réunion, où il y a des gros problèmes d'illettrisme, et où justement ils nous demandent d'instaurer Silence on lit dans tous les établissements scolaires de la ville. C'est-à-dire, et l'idée dès le départ, c'est de se dire, on va le faire dans là par exemple à Saint-Leu, il y a 20 écoles, 2 collèges, 1 lycée. Et on va le mettre en place pour que les gamins, pendant toute leur scolarité, puissent venir à la lecture et puissent lire. Et ça, c'est vraiment important. Et votre témoignage là-dessus est très important parce que ça veut dire qu'on peut partir de situations qui sont vraiment pas gagnées d'avance et que les choses vont se faire au fur et à mesure. Et que ça se fait dans cette espèce de décontraction et de trucs. Il n'y a pas de... On propose ça, et en fait, c'est là où toutes les vertus de cette pratique se révèlent. Donc, merci pour ce témoignage. Et je voulais dire par rapport ce que vous disiez sur les tourneurs de pages. Alors là où il s'agit donc de gamins qui lisent des livres qui sont des livres d'images, hein, on est d'accord, oui. plus que de texte. Ça me semble en fait être assez révélateur de notre époque où on est tellement habitué à décoder des images, on en décode des centaines par jour, et toutes ces images sont égales. Et en fait, on croit qu'on les décode parce qu'il suffit qu'on les regarde et puis en gros on a vu, mais même si on n'a peut-être rien vu. Et cette rapidité, elle montre en fait ce que les gamins voient à travers la télé, etc. Et c'est justement la lecture de texte qui va les sortir de ça. Parce que oui, on peut s'amuser à tourner des pages d'un livre écrit pendant quelques temps, mais très rapidement, ça n'a aucun intérêt. Et donc la lecture nous oblige à prendre ce temps. Même si on lit lentement, on va lire quand même. Alors que les images, on peut toujours, et quelles qu'elles soient, que ce soit un selfie ou un portrait un autoportrait de Rembrandt ou de Van Gogh, aujourd'hui, tout ça a la même valeur. Et on y accorde le même temps. Et c'est complètement aberrant. La lecture de texte peut nous amener justement à changer ce rapport au temps. Oui, c'est très important ce rapport à la temporalité. Absolument. C'est essentiel. Alors moi je me dis en entendant toutes vos expériences, et je suis convaincue que c'est une expérimentation tout à fait intéressante, mais ça m'interroge sur la pratique enseignante de la lecture, parce qu'on a l'impression que Sol est en total, révèle finalement des pratiques de lecture qui ont peut-être échoué, en partie. Parce que d'aboutir avec des gamins qui ont horreur de lire, qui ne savent pas lire, ou qui tournent les pages, etc., alors qu'avec cette expérimentation modeste dans sa mise en œuvre, on voit que finalement ils sont bien contents de lire, qu'ils éprouvent du plaisir, qu'ils voient les choses tout autrement, mais on oublie pourquoi on n'a pas... Mais excusez-moi, vous savez, c'est un ensemble de choses. Je ne pense pas qu'il faille que les enseignants se flagellent. Moi, je vis dans un petit village. L'autre jour, il se trouve que j'ai reçu le livre de Bernard Pivot et sa fille, parce qu'il y a un moment, il parle du silence on lit. Donc il m'envoie, puis il m'invite à des trucs, et donc avant d'y aller, je lis quand même pour... Et ce livre qui est très bien illustré, dedans il y a une photo de Robert Doisneau qui montre un paysan, c'est pris dans les années 50. Ce paysan est chez lui, c'est un type qui doit avoir entre 50 et 60 ans. Il est assis dans son fauteuil, il a une vraie tête de paysan comme dans les années 50. Il est assis, il a sa casquette sur la tête, il a une chèvre qui est sur ses genoux, qui le caresse, et de l'autre main, il lit un livre. Et les gens lisaient. Il faut savoir que, par exemple, au 19e siècle, quand on sort toutes les œuvres de Balzac, en quelques semaines, il y a 300 000 exemplaires qui sont vendus. 300 000 exemplaires, c'est un prix Goncourt aujourd'hui. Bon. Donc la lecture était vraiment au cœur des gens.
Aujourd'hui, quand je sors dans mon petit village de 300 habitants, toutes les fenêtres à 7 heures sont bleues. Elles sont bleues parce qu'elles sont bleues de la télé. Donc on est devant, voilà, c'est beaucoup plus facile de regarder la télé que les... Donc tout ça pour dire que c'est pas seulement... effectivement, vous avez raison, il y a un problème quand on sait que 20% à peu près des gamins qui sont en lycée ont du mal à lire au-delà d'un énoncé, on sait qu'il y a un problème. Mais c'est pas seulement le système qui est éducatif qui est en faillite, c'est le fait que les parents n'ont plus le temps, n'ont plus la volonté de lire à leurs gamins et les mettre plutôt devant des trucs vidéo, etc. C'est le fait que la télé a envahi le monde et les écrans, etc. ont envahi et les images, donc avec tout ce qu'on disait sur le temps. Voilà, c'est un ensemble de choses. Donc Silence on lit peut être une petite chose pour essayer d'inverser la vapeur.